On pourrait l'appeler la route du retour. Ces 5 derniers mois, plus de 600 000 Afghans expulsés par les autorités pakistanaises l'ont emprunté pour rejoindre leur pays d'origine. Des centaines de camions par jour traversent ainsi la frontière. La plupart de ces réfugiés avaient quitté l'Afghanistan il y a plus de 30 ans, fuyant l'invasion soviétique, puis la guerre civile. Aujourd'hui, accusés par le Pakistan de nourrir le terrorisme local, ils n'ont pas d'autre choix que de rentrer dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ou plus. À 230 km de la frontière pakistanaise, Kaboul, la capitale afghane, et ses 4 millions d'habitants. C'est ici, loin des combats entre forces afghanes et talibans, dans une sécurité toute relative, que bon nombre de ces familles contraintes au retour choisissent de s'installer. Un peu plus de logement qu'ailleurs, plus de travail aussi. Et l'idée que dans la capitale, la qualité de vie sera sans doute meilleure. Dans ce quartier pauvre de l'est de Kaboul, Hedayat et sa famille de 15 personnes ont trouvé une petite maison à louer pour l'équivalent de 65 € par mois. Ils sont arrivés la veille du Pakistan à bord d'un camion. Et déjà ce matin, la vie reprend. Les hommes au rangement, les femmes à la cuisine ou à la lessive. Nous avons rapporté beaucoup de choses du Pakistan. Des morceaux de plastique, des tôles, du bois, cette vaisselle et des vêtements. Et puis plein d'autres affaires. Ce bois vient de notre maison au Pakistan. C'est nous qui l'avons rapporté. Avec ces tôles, on faisait des abris, des sortes de huttes pour recouvrir le feu dehors. Hedayat avait mis toutes ses économies dans la construction de sa maison au Pakistan. Alors en partant, il a vendu les briques aux Pakistanais, mais la charpente, personne n'en a voulu. Il l'a donc prise avec lui et elle brûle déjà dans son poêle à bois. De sa vie là-bas, il ne reste rien, comme en témoigne cette vidéo. Regardez ça. C'était notre village et notre maison. On avait des voisins. Nous vivions tous ensemble là-bas. On a mis toutes nos affaires dans un camion. Il y avait des gens de notre famille aussi là-bas. Ils sont tous partis. Il reste une mosquée, mais plus personne n'y prie maintenant. Et le camion que vous voyez là, c'est le nôtre. Né au Pakistan puis expulsé, Hedayat est aujourd'hui réfugié dans son propre pays. Ces derniers mois, les autorités pakistanaises ont accentué leur pression sur les réfugiés afghans. Tous les moyens sont bons pour les faire partir. Fermeture de comptes en banque ou encore de lignes téléphoniques, mais surtout harcèlement de la police pakistanaise. La police nous arrêtait et elle nous demandait tout le temps nos papiers. Quand ils réalisaient que nous étions afghans, alors ils nous fouillaient des pieds à la tête. Si nous avions de l'argent avec nous et qu'ils arrivaient à le prendre, alors ils nous laissaient tranquilles. Mais si nous n'avions rien à leur donner, alors ils nous faisaient attendre et ils nous amenaient au poste de police pour nous mettre en prison. Azim est l'un des frères d'Hedayat, lui aussi né au Pakistan. Il est parti 3 mois auparavant en éclaireur. Quand on a quitté le Pakistan, on nous a offert une bouteille d'eau minérale. Et ici, quand on est arrivé, personne ne nous a offert la moindre bouteille d'eau. C'est ici que je suis devenu un réfugié. Je ne me sentais pas réfugié là-bas. Pour le moment, Azim est le seul de la famille à avoir un travail. À 2 pas de sa maison, il a trouvé un boulot de mécanicien comme au Pakistan. C'est une chance quand on sait que le pays, depuis le départ des troupes étrangères, traverse une profonde crise économique et que le taux de chômage est estimé à 40%. Mais comment t'as pu conduire avec ça ces 2 derniers jours ?
Mais son affaire démarre doucement. Azim gagne l'équivalent de 90 € par mois, soit 3 fois moins qu'au Pakistan. Le plus dur pour moi, c'est d'avoir quitté mon chef qui m'a énormément appris. Il m'a aidé. Il m'a proposé un passeport et toutes sortes de choses pour que je puisse rester au Pakistan. Il ne voulait pas que je parte. C'est ça qui a été le plus difficile en fait. Quitter des gens auxquels on s'était attaché. Avec son maigre salaire, Azim ne pourra pas subvenir aux besoins de toute sa famille, qui pour le moment ne peut compter que sur l'aide du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. Un passage obligé pour ceux qui avaient le statut officiel de réfugiés au Pakistan, soit 40% d'entre eux. Hedayat et les siens sont venus y chercher un coup de pouce à leur réinstallation. Ici, le HCR enregistre, vaccine ou encore sensibilise ces nouveaux arrivants à des problèmes typiquement afghans, comme celui des mines. Vous devez faire attention, vous et vos enfants. Vous ne devez jamais toucher à ça. Ne jamais les prendre à la main, ni jeter une pierre dessus. Cette explosion, si elle ne vous tue pas, elle vous handicapera. Mais nos enfants, ils sont tout le temps dehors. Acquérir de nouveaux réflexes pour s'approprier l'Afghanistan d'aujourd'hui. De l'invasion soviétique à l'intervention américaine en passant par la guerre civile et le régime taliban, près de 40 années de conflits sans interruption ont laissé le sol afghan criblé d'engins explosifs. L'Afghanistan est le pays du monde où les mines tuent le plus. 1310 personnes ont péri en 2015. Une découverte pour Hedayat et ses enfants qui n'ont jamais connu l'Afghanistan. Eux ont grandi loin de cette patrie déchirée par la guerre. Tu as compris ce que ça signifie, les pierres rouges? C'est signe de danger? Très bien. Et les pierres blanches? Pas de danger. Bien. Le HCR vérifie l'identité et l'origine de chaque personne. Une fois les formalités accomplies, les chefs de famille peuvent alors récupérer leur argent. L'équivalent de 400 € par tête leur est remis en main propre, soit 5 mois de salaire moyen en Afghanistan. Pour le responsable de ce centre d'encaissement, c'est tout simplement une incitation au retour. C'est l'une des raisons qui pousse les gens à rentrer. Ils se disent que s'ils retournent chez eux, ils pourront au moins compter sur cet argent pour les aider à redémarrer leur vie. C'est vraiment important pour eux. Une somme d'argent qui va permettre à Hedayat de se réinstaller. 410 $, c'est pour une personne. Et 1640, c'est pour 4 personnes. Avec cet argent, Hedayat va payer son loyer pendant plus d'1 an, racheter des vêtements pour l'hiver, se chauffer et bien sûr se nourrir. Ce sont les parents d'Hedayat qui avaient pris la décision de fuir l'Afghanistan dans les années 80, après l'invasion soviétique. Aziz Gul, le père, combattait contre les Russes. Blessé, il décide alors d'emmener sa famille au Pakistan. Aujourd'hui, il ne peut pas regagner Kunduz, sa région, soumise aux attaques des talibans. Un déracinement de plus pour ce vieil homme. Il y a la guerre aujourd'hui. Et en plus de la guerre, il y a des vengeances liées au conflit avec les Russes il y a 30 ans. Je ne veux pas que mes enfants souffrent de ça. Si le gouvernement nous donne un lopin de terre, on verra ce qu'on fait. Mais c'est entre les mains du gouvernement. Comme les autres, Aziz Gul pensait que le gouvernement lui offrirait un terrain à son arrivée. C'est en tout cas ce que les autorités afghanes avaient promis. Mais ils attendent toujours. Jalalabad, la première grande ville afghane après la frontière pakistanaise. Un lieu de transit pour les anciens réfugiés qui cherchent un endroit où reconstruire leur vie. Depuis les retours massifs, les maisons à louer se font rares et les loyers ont augmenté.
Alors, en désespoir de cause, à l'extérieur de Jalalabad, des rapatriés se sont appropriés ces terres désertiques qu'ils disent appartenir à leurs ancêtres. Une plaine rocailleuse et aride, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour s'établir dans des conditions sommaires. Hadji Saheb est l'un des chefs de cette tribu. Voilà 5 mois qu'il vit ici. Au Pakistan, il avait un étal de légumes et un toit au-dessus de sa tête. On va mettre la porte de ce côté-là. Comme ça, les roseaux empêcheront le soleil de rentrer. Ce matin, Hadji Saheb s'est lancé dans la confection d'une cabane pour recevoir ses invités. Quand je suis rentré, il n'y avait personne ici. Personne ne vivait là. Notre village ancestral était un peu plus bas, mais il a été détruit. Quand les autres sont arrivés du Pakistan, ils se sont aussi installés ici parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient nulle part où aller. Le clan n'a reçu aucune aide de l'extérieur, mis à part l'argent du HCR. C'est avec leurs maigres économies qu'ils se sont lancés dans ces chantiers. Pendant que les jeunes sont partis à la ville chercher du travail, ces vieillards, eux, reconstruisent leur vie de zéro. Eux, ils viennent juste d'arriver du Pakistan. Donc là, ils ont commencé à se construire une maison. Voilà. Pour toutes les familles qui arrivent du Pakistan, c'est la même histoire. Notre principal problème ici, c'est l'eau. Nous, on se sert de cette eau-là. On l'utilise, mais elle n'est pas propre. Et la plupart des enfants sont malades à cause de ça. On s'en sert pour boire, faire la cuisine et se laver. En plus d'un accès à l'eau potable, la tribu d'Hadji Saheb demande à l'État une clinique et une école. Des lacunes qui s'accumulent et qui font grandir la colère de ces nouveaux arrivants. Sans compter que la police leur demande régulièrement de quitter les lieux. La semaine dernière, ils en sont venus aux mains. Rahmat Goul a été blessé par un policier. Non, je ne suis pas content d'être rentré, car je ne pensais pas que je subirais de telles injustices dans mon propre pays. Depuis 4 mois, depuis mon retour, j'ai des problèmes avec la police. Ils nous demandent ce qu'on fait là en permanence. Il y avait une citerne qui nous approvisionnait en eau potable. Ils nous en ont supprimé l'accès. Ils ne nous laissent même pas boire de l'eau potable. Ce ne sont pas des Afghans. Ce ne sont pas de bons musulmans. Un ressentiment qui pourrait déstabiliser encore plus l'Afghanistan. À l'origine de ces retours massifs, des accusations récurrentes de terrorisme à l'encontre des Afghans du Pakistan. Et en juin dernier, une étincelle met le feu aux poudres. Le Pakistan lance la construction d'une barrière à sa frontière, provoquant un clash entre les deux armées. La frontière restera fermée plusieurs jours et depuis, le Pakistan expulse en masse. Très probablement, derrière la politique d'expulsion massive des réfugiés, sans coordination et sans négociation avec le gouvernement afghan ou avec HCR, on peut penser qu'il y a la recherche de création de difficultés et de crises supplémentaires en Afghanistan. D'autant plus qu'elle intervient à un moment où les relations afghano-pakistanaises ne sont pas au beau fixe. On peut penser que c'est une tentative de punition et de création de problèmes dans le pays. Le retour de ces Afghans est parsemé d'embûches. À petits pas, l'hiver arrive avec ses températures négatives et ses maladies chroniques. Dans le pays, le climat est extrêmement rude de novembre à mars. Un hiver violent et qui tue parfois. En novembre dernier, 20 personnes, majoritairement des enfants, sont mortes de froid dans le nord. Les réfugiés du Pakistan en sont particulièrement victimes. Dans ce quartier de Jalalabad,
Première Urgence Internationale, une ONG française, a mis en place des cliniques mobiles destinées aux rapatriés. Le bouche à oreille a fonctionné et ce matin, une cinquantaine de personnes vient consulter. Votre enfant est malade? Oui, il a l'œil qui coule. Il faut lui masser l'œil avec le doigt. Il y a des petites veines bloquées. Regardez, comme ça. Otite, bronchite, conjonctivite, des maladies qui peuvent paraître banales et sans conséquences. Pourtant, l'absence de soins dans des conditions souvent déplorables génère des complications. Cette femme vient d'arriver du Pakistan avec le reste de sa famille. Ils dorment à 10 dans la même pièce. Une promiscuité qui n'arrange rien. On n'a rien ici. On n'a même pas un tapis à la maison pour dormir. J'ai dû découper des sacs de ciment pour les mettre par terre et pour que mes enfants dorment dessus. La maison est très froide et tout ce qu'on avait, on l'a laissé au Pakistan. On n'a rien pu ramener. En Afghanistan, la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Un problème criant chez ces réfugiés. Souvent pauvres, désorientés, ils n'ont pas toujours les repères nécessaires pour trouver de quoi manger. Il y a des endroits où les réfugiés ne mangent qu'un seul repas par jour, parce qu'ils n'ont tout simplement pas de quoi se nourrir. En général, les adultes, c'est une fois par jour, et les enfants maximum 2 fois. Je ne vous parle même pas des protéines et de la viande. Même moi, en tant que médecin, je n'arrive pas à manger de la viande, ou même des fruits. La gravité de cette situation sanitaire a poussé Première Urgence Internationale, cette association française, à intervenir rapidement. Élise Ponson coordonne l'aide d'urgence avec les médecins afghans. L'Afghanistan, c'est un pays qui a une multitude de crises humanitaires. C'est une crise humanitaire qui vient s'ajouter à des crises humanitaires existantes. Donc l'idée, c'est d'apporter cette proximité du service de soins à des populations qui sont assez tourmentées et assez perturbées par leur histoire, ce qui est compréhensible, et qui n'ont pas forcément des réflexes et la connaissance de la zone pour accéder au système de santé afghan qui existe et qui est lui-même assez submergé par ces retours massifs. Un État fragile et accaparé par le conflit entre talibans et forces afghanes. Impossible donc d'absorber la venue de 600 000 personnes supplémentaires. À Jalalabad, devant cette antenne ministérielle, les nouveaux arrivants tentent de glaner un peu d'aide financière. Le gouvernement offre 40 € par réfugié, mais pour le reste, pas de plan à long terme. Et la réponse de l'État est évasive. Ghulam Fakirzai est le représentant du ministère des Réfugiés pour la région. C'est la fin de l'année fiscale d'ici quelques jours. C'est pour ça que pour le moment, nous n'avons pas dépensé d'argent pour les réfugiés. Jusqu'à présent, seules les organisations internationales les ont aidés. Mais à partir de l'année prochaine, le gouvernement prévoit un budget spécifique pour ces réfugiés. Près de 5 millions d'euros seront débloqués. Il y a pourtant urgence. Le nombre de rapatriés pourrait passer de 600 000 à près d'1,5 million d'ici fin 2017. Ozer s'est fait expulser du Pakistan il y a un mois. Il fait partie de la classe moyenne. Il a 16 ans et aujourd'hui, contraint d'abandonner ses études, il tue le temps dans ce club de sport du quartier. L'inverse de sa vie pakistanaise. Là-bas, j'allais à l'école tous les matins à 6 h. À 13h30, je rentrais, je jouais au foot ou au cricket. Parfois j'étudiais, parfois non. Ici, je ne vais pas à l'école. Aujourd'hui encore, je me suis levé à 11 h. Je reste assis à la maison et je vais à la gym. Malheureusement pour Ozer, le gouvernement afghan n'a encore rien fait pour faciliter le retour à l'école de ces jeunes. Sa famille vit à Arzan Rimat, le petit Pakistan de Kaboul, comme en témoignent ces rickshaws que les habitants ont ramenés de leur exil. Une nouveauté dans les rues de la capitale.
Quand il n'est pas à la gym, Ozer passe son temps chez lui. Arrivée aussi en cours d'année, sa petite sœur non plus ne va pas à l'école. Elle s'occupe comme elle peut sous l'œil attentif de son grand frère. Grâce à son ordinateur, Ozer maintient le lien avec sa vie au Pakistan. Cette vidéo est sa préférée. C'est celle de sa fête de fin d'année. Ozer avait toute une bande d'amis à Peshawar avec qui il allait au parc le week-end. Là, ce sont mes voisins. Une vie et des rêves d'adolescent. Vos meilleurs amis? Oui, les deux. Pour intégrer le lycée, Ozer doit maîtriser l'une des deux langues officielles afghanes, le pashtun ou le dari. Car au Pakistan, on parle l'ourdou et l'anglais. Là-bas, son avenir semblait assuré. On était 5 amis. On s'était promis qu'après notre diplôme du collège, on irait ensemble dans le meilleur lycée de Peshawar, Edward College. C'était un collège très connu. On voulait être admis dans la section sciences informatiques et notre classement était correct. 4 de mes amis sont dans ce collège et moi, je suis là. Ils disent que nos plans sont complètement tombés à l'eau. C'est pour ça que je suis triste. Pour moi, ce n'est pas un choix de vivre ici. C'est juste que je n'ai aucune autre possibilité. Ozer n'a qu'une envie, retourner au Pakistan. Et c'est ce que veut éviter Kaïs Salamdar, créateur d'une campagne de prévention intitulée « L'Afghanistan a besoin de vous ». C'est la carte de l'Afghanistan. Elle est découpée. Les parties manquantes correspondent à ceux qui ont quitté le pays. Objectif, convaincre les jeunes de rester. Des graffitis peints dans des rues stratégiques. Ici, celle du bureau des passeports de Kaboul. Il y a encore un an, au pic des départs vers l'Europe, une file d'attente démarrait dès 3 h du matin. On a fait le graffiti ici pour alerter les gens, pour leur dire « l'Afghanistan a besoin de vous ». Il y a des gens qui viennent chercher leur passeport parce qu'ils en ont besoin, mais d'autres en font la demande juste pour quitter le pays. Pour lutter contre cet exil massif, Kaïs évoque la fin tragique de certains migrants morts en Méditerranée. En 2016, près de 4000 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe par la mer. Parmi eux, de nombreux Afghans. Ça pourrait être un père, un enfant, un jeune homme, une femme, différentes personnes. Kaïs a vu beaucoup de ses camarades diplômés quitter l'Afghanistan. Tout prend du temps. En 15 ans, beaucoup de choses ont été réalisées en Afghanistan. On doit persévérer et faire encore des sacrifices. Il faut continuer à avancer pour le développement du pays. L'Afghanistan, c'est comme ta mère et toi, tu es son enfant. Si tu t'en occupes pas, qui va le faire? Ton voisin? Tes cousins? Bien sûr que non. Que va-t-il advenir des enfants des Dayat? Choisiront-ils de s'exiler ou de rester et contribuer à la reconstruction de leur patrie? Depuis la chute du régime taliban en 2001, l'Afghanistan n'avait pas connu une telle vague de retour. Le défi est immense pour l'État afghan, qui doit accueillir ces réfugiés et surtout leur donner l'envie de se réapproprier leur pays.